Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le cas Olivier Besancenot, ex-porte-parole de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, devenu le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, en 2009. Alors, beaucoup me feront remarquer, et c'est une objection d'ailleurs tout à fait recevable, qu'Olivier Besancenot ne représente finalement qu'une frange assez marginale de l'électorat français. Je rappelle que celui-ci n'a recueilli que 4,25% des voix à l'élection présidentielle de 2002, 4,08% en 2007, ce qui donc selon ce critère fait du NPA une force politique relativement faible, relativement limitée. Alors, pour quelles raisons consacrer donc une analyse entière à un mouvement d'idées politiques, à un mouvement de pensée au sens large, qui peut à juste titre paraître insignifiant sur le plan de l'impact politique réel? En fait, il faut essayer de comprendre en quoi la figure d'Olivier Besancenot, et à travers elle le courant intellectuel qu'il symbolise, occupe une fonction très précise dans le jeu politique et idéologique contemporain, celle de délimiter le champ philosophique de la critique du libéralisme. Alors, je dois m'expliquer. L'échiquier politique, pour démarrer au plus simple, se divise en deux tendances présentées comme adverses, la gauche et la droite. Historiquement, du moins dans l'imaginaire collectif, la gauche défend prioritairement les intérêts de la classe des travailleurs, ce que Marx appelait le prolétariat, c'est-à-dire en gros le salariat. Et la droite défendra prioritairement le progrès économique, ce qu'on appelle la croissance, considérée comme garante de la prospérité nationale et individuelle. Ce sont donc principalement les entrepreneurs, les industriels ou même les chefs d'entreprise qui bénéficieront ainsi du soutien de la droite à l'encontre précisément des intérêts des travailleurs et des salariés. Si on admet maintenant que le système économique dominant en France, comme dans tout l'Occident et de plus en plus dans les pays dits du Sud, repose en grande partie sur les principes du capitalisme, c'est-à-dire l'accumulation de la richesse privée, la mondialisation du marché, le principe de concurrence généralisée, l'augmentation constante des gains de productivité, etc., etc., on comprend alors en quoi la frange la plus extrême de la gauche, et je n'emploie ici le mot extrême que dans un sens géographique, selon la position que celle-ci occupe à l'Assemblée, on comprend, disais-je, pourquoi l'extrême gauche peut alors se définir comme anticapitaliste, puisqu'elle se présente comme le courant politique le plus hostile aux principes qui fondent la doctrine libérale capitaliste, principalement incarnée par la droite. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, personne ne peut plus raisonnablement contester que la gauche, c'est-à-dire essentiellement le Parti socialiste, dont l'actuel président de la République François Hollande a été le premier secrétaire durant 11 années, se soit progressivement rallié aux thèses libérales économiques de la droite. Je rappellerai ici deux citations qui illustrent parfaitement ce renversement de la ligne économique officielle de la gauche au fil du temps. Je cite « Celui qui n'accepte pas la rupture, celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. » Fin de la citation, il s'agit d'un extrait du discours d'Épinay, prononcé par François Mitterrand en 1971. Deuxième citation, ouvrez les guillemets. « Aujourd'hui, il n'y a plus de communistes en France. La gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et à la privatisation. Il n'y a pas de crainte à avoir. » Fin de la citation. Citation de François Hollande, premier président socialiste, entre guillemets, depuis Mitterrand. Effectivement, nous voilà rassurés donc sur le caractère véridique et même ici revendiqué du ralliement de la gauche française contemporaine aux thèses libérales historiquement portées par la droite. Mais alors, que vient faire l'extrême gauche dans toute cette affaire ? Car s'il est incontestable que le socialisme français n'a plus aujourd'hui de socialiste que le nom, et vous serez attentif au fait que l'usage même de ce qualificatif tend de plus en plus à s'affaiblir, y compris de la part de personnalités politiques qui s'y rattachent pourtant, contrairement à son cousin germain socialiste, puisque les rivalités les plus profondes éclatent souvent au sein des familles, l'anticapitalisme d'extrême gauche, celui du NPA par exemple, se veut, malgré la colonisation des principes économiques libéraux dans tous les sites de la planète, toujours aussi profondément hostile à ces derniers.
De ce point de vue-là, on pourrait donc croire que l'NPA représente aujourd'hui la seule et dernière force d'opposition au libéralisme et aux méfaits évidents, car observables à l'infini, de l'ordre capitaliste. Mais c'était bien entendu sans compter sur un élément crucial qui confère à l'extrême gauche française contemporaine son rôle et sa valeur irremplaçable. C'est ce que je vais maintenant m'employer à mettre en évidence. Un système économique, quel qu'il soit, n'est pas un simple montage théorique et abstrait. Ce n'est pas une simple construction mathématique qui fonctionnerait indépendamment de la participation active des sujets réels. Autrement dit, l'économie s'appuie toujours sur de l'humain. L'humain étant pluriel, il est à la fois un être social, psychologique, affectif, biologique, etc., etc. Et aucune économie ne peut fonctionner sans une société, c'est-à-dire sans un groupement d'individus dont elle administre une part des échanges. La société libérale contemporaine, pour ce qui la concerne, fonctionne, au même titre que toutes les autres, sur un imaginaire, sur ce qu'on pourrait appeler un paradigme culturel, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des idées, des mœurs, des valeurs et même des fantasmes collectifs. Cet imaginaire, c'est le modèle de la consommation généralisée et de la flexibilité inconditionnelle. Une société capitaliste viable et performante, c'est une société dans laquelle les individus ont intériorisé l'acte de consommation et la possibilité d'être mobilisables à tout instant par le marché comme principe philosophique d'existence. C'est ce que j'ai proposé d'appeler dans l'un de mes précédents essais le principe d'atomisation. L'homme réduit à sa dimension pulsionnelle et désirante. L'homme amputé de sa filiation historique et culturelle par laquelle il peut se définir par identification à un tout. L'homme délié de la relation réelle à l'autre, aussi bien par l'idéologie du melting pot, qui a pour conséquence dans les faits le nivellement et l'homogénéisation des particularismes culturels, que par la contamination des rapports sociaux et affectifs, par l'idéologie du web et les réseaux sociaux de type Facebook. Bref, l'homme consommateur, puisque réduit à une pure machine sensible, d'autant plus soumis à l'ordre marchand qu'il aura renié en profondeur tous ces liens qui le relient à la sphère de l'immatériel, c'est-à-dire de la gratuité. Résultat, le citoyen du monde libéral moderne sera celui qui aura su sectionner l'intégralité des médiations qui le relient à une totalité immatérielle pour se résumer à une partialité matérielle, à un pur entonnoir de sensations, un trieur de plaisirs maximisés et de contraintes évacuées. Or, en quoi consiste le discours politique d'Olivier Besancenot ou de quelconque autre représentant de la pensée d'extrême gauche, sinon dans le rejet radical de toutes ces médiations humaines et symboliques qui empêchent l'être humain de se réduire à un simple corps pourvoyeur de sensations. Quel est l'effet du discours anti-traditionnel, anti-culturel, anti-normatif, anti-patriotique, anti-patriarcal et d'autres encore qui m'échappent au moment où je vous parle, sinon d'incruster dans le logiciel idéologique de militants sincèrement anticapitalistes que le capitalisme, pour être authentiquement combattu, doit nécessairement s'accompagner d'une critique des valeurs conservatrices et traditionnelles. C'est là que réside toute la magie de ce mouvement politique qu'est l'extrême gauche, dans le fait de présenter comme une composante de l'ordre capitaliste ce qui en constitue en fait une arme de résistance. Je prendrai quelques exemples pour illustrer mon propos. Dans son livre « Révolution sans mots pour changer le monde », qui n'a manifestement pas écrit seul, Besancenot explique notamment qu'une organisation révolutionnaire comme la LCR nourrit d'une manière générale une méfiance à l'égard de toute forme d'autorité, notamment religieuse. C'est en pages 23 et 63 de l'édition J'ai lu. On pourra alors se poser la question de savoir si c'est aujourd'hui l'Église qui détient le pouvoir économique ou qui monopolise les écrans publicitaires de sa propagande mercantile. Je laisse chacun juge. On pourra également se demander si Olivier Besancenot est cohérent lorsqu'il écrit que la société capitaliste exerce une véritable dictature de la norme, en l'occurrence de la norme identitaire et sexuelle, c'est en page 28, alors même que jamais les identités transgenres et transsexuelles n'ont été médiatiquement autant mises en avant. Ce qui ne veut évidemment pas dire
que ces catégories ne font l'objet d'aucun ressentiment dans la société civile, on peut même faire l'hypothèse qu'une part de ce ressentiment, par ailleurs indéfendable sur le plan moral et humain, peut être précisément imputée à la surexposition médiatique de ces particularismes socioculturels, ce que certains ont proposé de nommer la société post-identitaire, puisque cela a pour effet mécanique de rabaisser le commun, la norme, la majorité, dans l'échelle de la valeur d'être. Je ferme cette parenthèse. Enfin, autre exemple, je vous renvoie donc à mon premier livre pour un développement plus complet de cette question, la condamnation unilatérale de la famille comme cellule d'oppression propre à la société capitaliste. C'est en page 211 de son livre. Être révolutionnaire, écrit-il, signifie pouvoir enfin choisir sa famille. On a rarement été, depuis Sartre, aussi loin dans la dénégation du rôle de la filiation dans la construction identitaire et subjective. Voilà pour quelques exemples du discours sociétal de l'extrême gauche, discours sociétal en parfaite adéquation, on l'aura donc remarqué, avec les impératifs culturels du capitalisme contemporain, en parfaite concordance donc avec les exigences post-identitaires du marché mondial. Maintenant que nous avons produit cette analyse des effets du discours idéologique de l'extrême gauche, maintenant que nous avons montré, en l'illustrant par un certain nombre d'exemples, la fonction objective de l'extrême gauche française contemporaine, sa participation inconsciente, ou du moins inassumée, au processus libéral et capitaliste, essayons de formuler une synthèse de nos conclusions. On dira pour commencer que dans une situation de désertion par la gauche des thématiques historiquement associées à la gauche, la lutte pour la justice sociale et l'égalité, la défense des travailleurs et de la classe ouvrière qui existe encore bel et bien pour ceux qui pourraient en douter. L'ouvrier, c'est celui qui produit une œuvre, un ouvrage, que ce soit par ses mains ou par son esprit. L'ouvrier, c'est le producteur. Face à cette désertion entérinée par la présidence Hollande, l'extrême gauche peut alors apparaître médiatiquement comme la dernière force de résistance politique aux effets dévastateurs des politiques libérales, avec un discours sur la question économique radicalement anti-patronal, anti-délocalisation, anti-financiarisation et résolument redistributeur. A priori, rien de très contestable. L'ennui, c'est que ce discours économiquement anticapitaliste, et d'ailleurs souvent juste dans ses dénonciations, n'est jamais séparé d'un discours, cette fois sociétal. Discours sociétal qui a pour effet de dissoudre les moyens de lutte concrets contre l'hégémonie capitaliste, puisqu'il en reprend les principes fondateurs. Liberté de circulation, droit des minorités, entre guillemets, lutte contre l'autorité, méfiance à l'égard de la religion, alors même que ces concepts rejetés par l'extrême gauche constituent les instruments de combat privilégiés de la résistance au capitalisme, conçu comme atomisation de l'être humain et réduction de celui-ci à sa sphère matérielle et désirante. Le nomadisme généralisé, l'acculturation de masse, la déliaison de l'individu du collectif, participant précisément du projet libéral de réduction de l'être humain à l'état de consommateur passif. En d'autres termes, et pour terminer ici cette analyse du cas Besancenot, on pourrait dire que l'extrême gauche représente une pièce maîtresse dans le dispositif politique de la domination libérale, en ce sens qu'elle valide les présupposés idéologiques et culturels du libéralisme, cette apologie de l'homme délié que nous évoquions précédemment, tout en se drapant dans une posture anti-système et une esthétique révolutionnaire. La force du système réside là, dans sa capacité à neutraliser toute tentative d'opposition, toute position authentiquement dissidente à l'égard du régime capitaliste, en l'occurrence, puisqu'en même temps qu'elle en dénonce les effets catastrophiques, la crise économique, le chômage de masse, les délocalisations, etc., elle en défend simultanément les conditions psychologiques et culturelles d'acceptation, l'atomisation, la désacralisation, la souveraineté du désir, etc. Il n'est d'ailleurs même pas besoin, au passage, de mettre en doute la sincérité de l'engagement anticapitaliste d'Olivier Besancenot, puisqu'il convient de toujours faire crédit à l'adversaire de sa bonne foi. Le fait est que l'impossibilité psychologique pour tout militant d'extrême gauche, non seulement d'admettre, mais même d'envisager le caractère capitalisto-compatible des idées d'extrême gauche, en matière de mœurs et de culture,
rend définitivement inconcevable toute tentative de dépasser le capitalisme par sa gauche, comme dirait Jean-Claude Michéa, c'est-à-dire de critiquer le libéralisme économique de la droite à partir du libéralisme sociétal de l'extrême gauche, ces deux libéralismes ne représentant rien d'autre que les deux faces d'une même médaille philosophique, le libéralisme. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. And then I feel just fine.